Le mois dernier, Microsoft a intégré 7 fonctions SQL dopées à l'intelligence artificielle directement dans Fabric. Tu les appelles comme des fonctions TSQL classiques et en théorie, l'IA fait le reste. Cette semaine, j'ai décidé de toutes les tester. Je vais te dire exactement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et surtout pourquoi ça plante. Parce que la documentation de Microsoft ne te dit pas tout. Et pour ça, j'ai décidé de retourner au basique et de retourner dans le monde merveilleux de la bière. Si vous cherchez des tutos sur internet, vous allez tomber sur des revues d'hôtel. Et moi, j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu différent. Donc on va tester ça sur 124 bières de 30 pays différents. Car si on ne peut pas faire de la data science avec de la bière en Belgique, on a raté quelque chose. Installe-toi, on y va. Avant de rentrer dans la démo, voici les 7 fonctions que nous allons traiter aujourd'hui. Donc la première, qui se nomme AI Analyse Sentiment, vous permet de détecter les sentiments à partir d'un texte, qu'il soit positif, négatif ou neutre. La seconde fonction, AI Classify, te permet de catégoriser tes textes selon tes propres labels. AI Extract extrait des informations spécifiques depuis le texte. AI Fix Grammaire vous permet de directement corriger vos fautes d'orthographe. AI Summarize va résumer un texte long en quelques phrases. AI Translate va vous permettre de traduire un texte dans la langue de votre choix. Et enfin, AI Generate Response va vous générer une réponse libre sur base d'un... Ce qui pour moi est vendable dans cette liste, c'est l'idée que tu n'as plus besoin de Python, plus besoin d'Azure OpenAI configuré séparément, plus besoin de sortir de ton warehouse. Juste du SQL. La réalité est un peu plus nuancée, mais on va voir. Avant de passer dans la démo, je souhaitais juste faire une petite comparaison entre ce qu'on peut faire dans un notebook versus ce qu'on peut faire dans un warehouse et surtout quand utiliser quoi. Donc le premier critère selon moi, c'est la simplicité d'usage. Dans du TSQL, c'est très simple. C'est juste du SQL. Donc vous avez cette fonction à taper, vous passez un ou deux paramètres et ça roule. Pour le notebook Python, c'est un peu plus compliqué. Il faut importer des bibliothèques, il y a du setup à faire. En fonction de ce que vous souhaitez réaliser, ce ne sera pas toujours aussi. D'un point de vue profil utilisateur, pour le TSQL Warehouse, on est sur des analystes du SQL pur. Rien de plus simple. Le notebook Python, donc on est plus sur un profil data engineer familier avec du Python. Alors pour le choix du modèle, ici le TSQL Warehouse, pour moi c'est la grosse limitation, c'est qu'on a uniquement GPT 4.1 mini. Donc on ne peut pas choisir le modèle derrière. Donc peut-être que dans quelques mois, quelques semaines, on va avoir une évolution, on pourrait utiliser un autre modèle de OpenAI, mais on ne peut pas le choisir. Ça reste donc un modèle qui est prédéfini. Tandis que lorsque vous travaillez dans un notebook, vous pouvez choisir le modèle que vous voulez. Donc vous pouvez utiliser vos clés API et donc importer du Claude, du Gemini, du Llama, le modèle OpenAI que vous souhaitez. Donc vous êtes libre. Ensuite, si vous utilisez la fonction résultat AI extract, en TSQL, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire un OpenJSON, mais on va voir un peu plus loin dans la démo ce que ça change. Par contre, si vous faites ça directement dans un notebook, vous avez vos colonnes qui sont splittées correctement. Et enfin, avant et après le traitement, dans le TSQL, on est limité aux transformations possibles à faire en SQL, donc c'est-à-dire des transformations basiques. Ensuite, on peut intégrer les nouvelles colonnes dans une vue ou dans une table, mais il n'y a pas beaucoup plus de transformations. Là aussi, vous faites ça dans un notebook, vous n'êtes pas limité. Donc, comme on le sait, dans un notebook, on peut faire absolument tout type de transformation que l'on souhaite. Donc on n'a pas les mêmes limites que dans du SQL. Maintenant qu'on a vu rapidement la comparaison entre les notebooks et les warehouses, on peut passer à la démo. Pour la démo d'aujourd'hui, j'ai décidé de retourner dans le monde fabuleux de la bière. Donc dans le dataset d'aujourd'hui, nous allons avoir 124 bières provenant de 30 pays avec des reviews dans plusieurs langues. Donc là ici à titre d'exemple, je vous ai juste sorti quelques bières qu'on peut trouver. Donc on a la Westvleteren 12 et dans les pires bières, on a la Fax Extra Fort. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas cette bière-là, ça se présente sous une canette d'1 litre, donc comme ceci. En fait, quand vous achetez ça, vous achetez de l'aluminium. Parce que ce qui est dedans, vous ne pouvez pas le boire. Donc là, je viens de vous faire gagner 2 euros. N'achetez pas ça, mettez vos 2 euros ailleurs. Voilà pour le dataset. Et nous allons donc pouvoir commencer par la première fonction qui est la plus simple, qui est l'analyse de sentiments. Donc pour ce faire, je me rends dans mon warehouse Fabric. Ici, je vous montre juste la table que j'ai créée pour que vous voyez le type de données que j'ai dedans. Voilà. Donc vous voyez ici, j'ai le nom de la bière, la brasserie, le pays. Et c'est ceci qui nous intéresse. On a les reviews clients qui sont dans différentes langues. Alors ce qui est vraiment bien, c'est que personnellement, je ne parle pas le néerlandais. Donc on va voir si grâce à l'IA, on va comprendre ce qui se cache derrière ces reviews. La première fonction que nous allons voir, comme discuté, c'est l'analyse de sentiments. Donc pour ce faire, j'ai ici une fonction qui est prête. Donc là, simplement ce que je fais, je vais faire une analyse de sentiments sur les reviews. Et je vais voir si mon analyse de sentiments coïncide avec la note mise à la bière. Donc, j'exécute ma requête.
Voilà. Ah, premier problème. Donc vous voyez ici, je n'ai pas de message d'erreur, j'ai rien du tout. J'ai uniquement la valeur nulle qui est retournée en permanence. Alors en fait, ceci, et donc j'ai fait exprès de le laisser, si je vais dans mon workspace, que je vais voir dans les settings, sur mon workspace, quel type de licence est associé? C'est une trial. Donc comme pour toutes les fonctionnalités IA au sein de Fabric, il vous faut une licence payante, donc minimum F2. Donc ça tombe bien, j'ai une licence payante qui est ici. Je la sélectionne. Je retourne dans ma requête SQL. On lance et on attend quelques secondes. Ces fonctions appellent un modèle externe. Donc on va rencontrer une certaine forme de latence. Sous le capot, les fonctions envoient la requête à OpenAI. OpenAI va processer cette requête et nous faire reparvenir la réponse. Donc voilà pourquoi est-ce que si on travaille sur des gros volumes de données, on va rencontrer une certaine forme de latence. Donc maintenant que ça processe, ce qu'on voit, c'est lorsque la note est basse, donc ici vous voyez que j'ai une note de 1, le sentiment est clairement négatif. Ici on voit que la review, franchement je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ça, c'est en promo. Donc là on voit clairement qu'on dirige vers une analyse négative. Tandis que si je vais sur les 4, là on est sur du positif. Donc pour la première fonction, on voit très bien que le sentiment, l'analyse de sentiment fonctionne relativement. Passons à la deuxième fonction. Donc la deuxième fonction, c'est le AI Summarize. Donc ici, de nouveau, on fait la même chose. On regarde le nom, le pays. Donc je fais un count de la description pour la longueur. J'indique la description générale et j'indique la description courte. Donc je processe. Pour le résultat, si nous prenons la première bière, donc qui est la Punk IPA, vous voyez qu'on a un total de 1031 caractères. Donc là, on voit la longueur du texte. Donc cela a été résumé sous cette forme-là. Vous voyez quand même, on a une forte réduction du nombre de caractères. Voilà, ça c'est pour la seconde fonction, donc qui est le AI Summarize. La troisième fonction que nous allons voir, c'est le AI Translate. Donc cette fonction-là est assez bluffante, car elle vous permet de directement traduire des reviews dans une autre langue. Donc là, ici, ça ne sert à rien de traduire des reviews, des reviews françaises en français. Donc je demande juste de m'exclure tout ce qui est écrit en français et j'exécute. Donc regardez, ici nous avons des reviews qui sont en néerlandais, qui sont traduits directement en français, des reviews en anglais, des reviews en allemand, en espagnol, et cela juste en quelques clics. Donc ici on est sur un cas concret pour des sociétés par exemple implémentées au Benelux. Donc imaginons qu'on ait des reviews dans plusieurs langues, on souhaite uniformiser tout ça, donc on traduit d'abord le tout en anglais, ensuite on peut appliquer d'autres fonctions IA, donc on peut par exemple faire du summarize, on peut faire de l'analyse de sentiment, et comme tout est uniformisé, on sait que les résultats seront beaucoup plus cohérents. Donc voilà pour la troisième fonction qui est le AI Translate. La quatrième fonction, qui pour moi est un peu moins bluffante, mais qui peut être très très utile, c'est la fonction qui vous permet de corriger le texte. Donc ici, on va l'exécuter. Donc voilà le résultat. Alors ce que je peux vous montrer par exemple, là voilà, ici vous voyez que cette bière est un chef-d'œuvre, donc on n'a pas de quote et le O et le E ne sont pas attachés. Et si je regarde dans mon fixe grammar, on voit très bien que est un chef-d'œuvre, donc on a bien une single quote qui est mise, et on voit bien que le O et le E sont attachés. Et donc tout ça, encore une fois, en quelques secondes. La cinquième fonction, qui est le AI Classify. C'est pour moi la fonction qui est la plus compliquée à mettre en place. Donc en fait, que va faire cette fonction AI Classify? Donc imaginons que vous ayez un texte et vous souhaitez que l'IA vous le classifie dans des catégories données. Ce que vous allez faire, donc on va le faire ici, donc je l'ai fait pour les bières, donc ici. Donc moi ce que j'ai fait, ici je lui ai passé, donc je lui ai demandé de me faire un AI Classify sur la description et qu'elle me classifie la description dans un des types suivants, soit une IPA, soit une trappiste, soit un stout. Et alors ce que j'ai juste mis, moi j'ai mis le style que l'on a dans la description. Donc j'exécute, et voilà, donc là par exemple on voit qu'on a une strong lager, il l'a classifié en lager, j'ai une trappiste en triple,
Et tout cela, donc cette classification-ci est faite à partir de la description. Donc là, ici, ça ne fait pas beaucoup de sens car nous avions déjà le style de bière qui était dans le dataset, mais le champ des applications ici peut vraiment être immense. Donc il n'y a pas vraiment de limite. Vous choisissez ce que vous voulez faire comme classification et automatiquement, le système le fait pour vous. L'avant-dernière fonction est le AI Extract. Cette fonction va extraire les données dont on a besoin dans un texte. Donc je vais vous montrer avec un select, ça va être beaucoup plus facile, plus simple à suivre. Donc voilà. Donc si je fais ceci, en fait ce que je fais, donc dans ma description, je vais extraire le style de bière, le pourcentage d'alcool, les saveurs et la couleur. Donc j'exécute et voilà. Et donc là, ici, si nous regardons par exemple pour l'Orval, donc là on voit qu'on est sur un modèle IA parce que pour lui le style de bière c'est l'Orval, le degré d'alcool n'est pas présent dans la description. On voit qu'il détecte les différents arômes et on voit que la couleur c'est orange trouble. Bon, la grosse limite pour ceci, c'est que vous voyez, il nous met tout dans une seule colonne. Si on souhaite avoir une colonne par champ, c'est ici que la colonne OpenJSON prend tout son sens. Je vais vous montrer le résultat avec cette commande. Voilà, donc ici, ce que je fais, c'est de nouveau plus ou moins la même chose. Donc juste ici, j'appelle ma fonction, et là, je lui dis ce que je veux. Donc, j'exécute. Chaque champ extrait, nous avons une colonne. Donc le style de bière, le pourcentage d'alcool, la couleur et les arômes. Donc ici, le gros avantage, si vous utilisez plutôt des notebooks, c'est que nativement, le notebook va vous retourner une colonne par champ. On arrive à la 7e et dernière fonction en TSQL, le AI Generate Response. La plus puissante et la plus flexible. Le principe, tu lui donnes des instructions custom, tu lui passes du texte et elle te génère une réponse libre. C'est essentiellement du prompting en TSQL. Donc imaginons, nous sommes le brasseur et nous souhaitons répondre à tous les avis négatifs que nous avons eus. Donc voici mon prompt. Tu es le responsable qualité d'une brasserie artisanale. Rédige une réponse professionnelle, chaleureuse et empathique en français à cet avis client en 2 phrases maximum. Donc je l'exécute. Et voilà. Donc par exemple, je vois que pour la fax extra forte, nous avons une réponse. Bon, on voit clairement que c'est une réponse générée par IA, mais on peut ici peaufiner le prompt afin d'avoir une réponse beaucoup plus personnalisée. Mais ici, vous voyez juste en quelques secondes, on arrive à obtenir des réponses. Et donc, en customisant le prompt, on arrivera à avoir des réponses beaucoup plus précises. C'est tout pour les différentes fonctions. Si nous retournons dans les slides, pour chaque fonction, je vous ai montré les résultats, donc avec les commandes en TSQL. Encore une fois, vous trouverez tout cela dans un GitHub, donc vous pourrez tout télécharger, tout tester. Avant de terminer, je tenais juste à vous donner mon verdict pour chaque fonction. Concernant l'analyse de sentiment, on est sur quelque chose de relativement fiable sur des textes clairs. Le summarize, même chose, on est excellent sur des textes longs, donc plus le texte est long, plus le summarize est bluffant. Le translate, très bon, mais attention à la syntaxe, donc de temps en temps, vous allez pouvoir voir des petites coquilles ou des mauvaises traductions, surtout quand il y a des noms propres, parfois il va essayer de traduire des noms propres. Le fixe grammaire est vraiment très utile pour normaliser du texte sale, mais bien faire attention de mettre une protection, comme on a vu avec le is nul, car si vous faites un update que votre capacité n'est pas démarrée, il va écraser. Le AI extract, ici le problème c'est qu'on dépend grandement de la qualité du champ utilisé. Donc si par exemple vous souhaitez extraire une valeur, mais que la valeur n'est pas dans la description, vous n'aurez rien du tout. Pour moi, le classify, c'est vraiment la plus décevante. Parce que là, ici, on est limité. On ne peut pas faire de multilabel. Donc, imaginons que vous lui demandez de classifier des produits. Si votre produit peut rentrer dans 2 ou 3 catégories, il ne le mettra que dans une seule. Et l'autre limitation, ce ne sera pas tout le temps dans la même. Donc, comme vous le savez, un modèle LLM, on est sur quelque chose de prédictif. En fonction de quand vous allez la lancer, si vous la lancez 10 fois, vous n'aurez pas 10 fois le même résultat. Donc, vraiment, le AI Classify à utiliser avec des pincettes. Et personnellement, l'utiliser le AI Classify standard, je préfère faire un notebook où je peux lui passer un prompt en lui expliquant ce qu'il doit faire. Et je peux également faire du multilabeling. Et le AI Generate Response, pour moi, c'est vraiment le plus puissant. On peut le cadrer facilement avec soin, donc en lui mettant un prompt. Et on se rappelle de la leçon numéro 1 en IA.
shit in, shit out. Donc vraiment, passez du temps à peaufiner votre prompt, à faire des essais, afin d'avoir vraiment la réponse dont vous avez besoin. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre un commentaire. Et surtout, s'il y a un sujet que vous souhaitez que je traite lors d'une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Merci beaucoup, à la prochaine, salut!